Ce podcast a vu le jour grâce au soutien de la Fondation Non-Violence 21, de l'IRNC, l'Institut de recherche sur la résolution non violente des conflits, et du CENAC, le Centre pour l'action non violente. Toutes ces ONG, aux moyens fort modestes, luttent au quotidien pour faire connaître et vivre la non-violence. Je vous invite à les découvrir et à leur donner plus de moyens. Et si vous souhaitez que je poursuive cette mission que je me suis donnée de diffuser la non-violence, vous pouvez aussi y contribuer par vos dons en cliquant sur l'onglet « Soutenir le podcast » sur le site force-nonviolence.fr. Je vous remercie. C'est d'abord une écologie de l'être humain, la non-violence. Ma lutte va être à travers la parole. Si tu mets la graine de violence, tu la retrouveras en face. Ne jamais obéir. Urgence climatique, justice sociale. D'abord dénoncer le système. Mobilisation citoyenne. On ne peut pas être dans la violence et l'humanisme à la fois. Bienvenue dans le podcast « La force de la non-violence ». Parce que la force n'est pas l'apanage de la violence, parce qu'on peut changer cette croyance et toute notre culture. Je suis Célia Grincourt et je vais à la rencontre de personnes qui ont choisi la non-violence et les stratégies d'action qu'elle nous offre pour se faire entendre, révolutionner ce monde ou simplement espérer survivre. Être en colère, c'est la bonne santé, vous savez. Désobéissance civile de masse. Dans le changement politique, on n'a pas le droit de rester amateur. C'est une question de vie ou de mort. Il nous faut des armes d'instruction massive. C'est une lutte. Donc l'empathie est le levain de la non-violence. C'est ça notre espoir. Le droit à la non-violence. Le droit à la non-violence éducative. I still have a dream. Ahimsa. Qu'est-ce que c'est pour vous, Jean-François Bernardini, la non-violence ? C'est d'abord une illustre inconnue, dont on prononce le mot sans trop même savoir ce que c'est, dont on fait une sorte de caricature. On en renvoie souvent cela à une attitude bisounours, une non-résistance, laisser-faire, passivité et résignation. Et la première chose qu'il faut dire, c'est que d'abord la non-violence est une force, c'est une résistance. Ce n'est pas renoncer à lutter, c'est peut-être même lutter 100 fois mieux. Donc il faut rétablir la non-violence en la distinguant d'une part de ce qu'on appelle le pacifisme. Le pacifisme ne veut pas la guerre. La non-violence s'intéresse à toutes les formes de violence. Avant, on ne s'intéressait qu'au nombre de morts. Aujourd'hui, on pourrait faire l'inventaire des tentatives de suicide, du lycéen qui est harcelé, du professeur qui est en burn-out, des femmes qui sont discriminées, enfin bref. Donc la non-violence, pour moi, c'est un outil de résistance, sans tomber dans le piège de la violence. Ogarit Yunan, qu'est-ce que c'est pour vous la non-violence ? C'est un non à ma violence et c'est un non à la violence des autres, à la violence du système ou bien des oppresseurs, aux injustices. C'est un double non. On a le devoir de faire face à notre violence et à la violence des autres. On a ce devoir. Je ne prends pas la non-violence comme idéologie. Vraiment, c'est un choix de vie parce qu'elle est efficace, elle est pratique et elle est entièrement dans l'humanisme. On ne peut pas être dans la violence et l'humanisme à la fois. COP21. John Palais, à l'aune de vos propres mots, pourriez-vous préciser encore davantage ce qu'est pour vous la non-violence ? La non-violence, c'est déjà pas simplement l'absence de violence. Ça, c'est peut-être la première chose qu'on peut dire et qui correspond à un préjugé assez important dans la société encore, où on va considérer que la non-violence, c'est la passivité. C'est le non-agir. Et ça, c'est un contresens total sur ce qu'est la lutte non-violente, dont le premier principe, c'est celui d'agir contre une injustice, contre une oppression, contre un problème. Et la deuxième chose, ça va être d'agir sans soi-même recourir à la violence. Mais après, vont s'ouvrir beaucoup de questions, tant morales que pratiques, sur la manière dont ça s'applique. Parce que nous-mêmes, en agissant sans violence, on va quand même être confrontés à la violence de l'adversaire, assez souvent. Et puis, il y a aussi une autre question difficile qui est que même quand soi-même, on considère ne pas être violent, on peut quand même rencontrer des gens qui, eux, vont avoir vécu notre action comme violente. Isabelle Filiosa,
qu'est-ce que c'est pour vous la non-violence ? De la définir, c'est difficile parce que, en fait, si on la définit par quelque chose de négatif, ça montre bien que c'est un peu difficile de décrire véritablement. Si on dit non-violence, on a cherché des centaines d'heures tous ensemble dans les mouvements non-violents. On cherchait un autre mot que non-violent pour éviter le non. On a cherché, on n'a jamais rien trouvé parce que, en fait, c'est une attitude, que ce soit une attitude politique, une attitude avec nos enfants, une attitude dans la vie, qui va chercher à arriver à ses fins sans blesser l'autre et sans prendre le pouvoir sur l'autre. On ne porte pas préjudice à l'intégrité ni physique, ni intellectuelle, ni émotionnelle, ni morale de l'autre. Geneviève Boucher-Wilson, qu'est-ce que c'est pour vous la non-violence ? Oula, c'est un grand chapitre que vous ouvrez avec cette question. C'est ma question rituelle. Rituel. Oui, la non-violence, c'est en même temps avoir ce lien empathique avec l'autre, avec les autres. C'est aussi la capacité ensemble de créer des groupes, des communautés, que ce soit dans les écoles, dans le travail, où les gens peuvent être appréciés à leur valeur sans avoir des étiquettes, des représentations par rapport à la hiérarchie, par rapport à leur place. C'est aussi un travail sur le pouvoir, sur tout ce qui fait pouvoir dans la société. C'est-à-dire les représentations autour de ma place, de la place de l'autre. C'est vraiment le sens que ça a pour moi d'être là avec vous, Célia. C'est parce que j'aime bien l'idée de questionner ce qui sont mes croyances autour de la non-violence. Pourquoi je crois que la non-violence a un pouvoir pour rendre ce monde plus juste, plus équitable, plus chaleureux, plus amoureux. Pascal Dumeguette, qu'est-ce que c'est pour vous la non-violence ? C'est un choix perpétuel de vie qui refuse catégoriquement l'usage de la violence pour réclamer ses droits ou pour résoudre un conflit. La non-violence peut aussi être saisie comme un moyen d'action politique proactive et pacifique mise au point par plusieurs penseurs tels que Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela et plusieurs autres dont nous enjambons les pas. Étienne Gaudineau, qu'est-ce que c'est pour vous la non-violence ? La non-violence, c'est à la fois un mode de vie respectueux de l'homme, de l'environnement, de la nature, et un mode d'action politique respectueux de l'adversaire, qui n'exclut pas la contrainte ni l'illégalité. Le respect, ça ne veut pas dire qu'on accepte tout l'adversaire, au contraire, on lui rentre dedans pour lui dire ce qui ne va pas. Il faut distinguer la force et la violence. C'est un des apports considérables qu'a fait Jean-Marie Muller de clarifier les concepts. La force qui oblige l'adversaire à céder n'est pas la violence qui le détruit ou qui le meurtrit. Et donc, la non-violence, c'est vraiment développer un rapport de force pour obliger l'adversaire à négocier et à trouver une solution à un conflit. Et donc, nous affirmons que pour déraciner la violence, il faut réhabiliter le conflit. Sage. Anton Dums, qu'est-ce que c'est pour vous la non-violence ? De manière assez générale pour commencer, je dirais que c'est prendre soin de soi-même, des autres et chercher ce qui fait sens pour nous sans se mettre de limites par rapport à ce qu'on trouve juste dans la société ou dans nos relations les uns aux autres. Et
C'est une manière de voir aussi le monde et ce qui nous entoure avec une autre grille de lecture, où on se retrouve à nouveau responsable de ce qu'on fait. Je pense que ça, c'est un point important. On peut refuser de perpétuer la violence envers nous-mêmes, dans nos relations avec les autres et plus globalement dans la société. C'est une manière de rester libre, c'est une manière de dire, vous ne pourrez pas contraindre mon esprit en tout cas. Vous pouvez contraindre mon corps, mais je reste libre et ce que je choisis, c'est ce qui s'en rapprocherait le plus, c'est l'amour. C'est un mot que je trouvais très difficile à assumer, à prononcer au début que j'ai rencontré ça. Et puis, l'essence de ce qu'il y a derrière la non-violence, je crois que c'est ça. La quête de vérité, de sens et du soin qu'il y a derrière ça. Une fois qu'on a compris, c'est se mettre en responsabilité et se dire qu'on a le choix même quand c'est difficile. We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe. Si vous avez apprécié ce moment passé ensemble, partagez-le, commentez-le, mettez beaucoup d'étoiles. Vous contribuerez ainsi à diffuser la culture de non-violence. Pour aller plus loin, rendez-vous sur force-nonviolence.fr ou sur les sites de mes partenaires Non-Violence 21, l'IRNC et le CENAC. Vous pouvez vous abonner à la revue Alternative Non-Violente, chercher l'association, le domaine, le mouvement qui vous parle, vous former et mettre en pratique la non-violence dans votre quotidien et dans vos combats pour plus de justice dans ce monde. C'est tout ce à quoi j'aspire en créant cette émission. Je réponds avec joie sur les réseaux sociaux et la chaîne YouTube La Force de la Non-Violence. À très bientôt. Ahimsa. The truth will make us free. Truth will make us free. Truth will make us free. Truth will make us free someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We are not afraid today. We are not afraid. We are not afraid. We are not afraid today. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We shall overcome. We shall